Vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Deroche, Global Executive Development au sein d'AXA, qui vient nous parler des enjeux de la posture de coach interne au sein d'une organisation. Bonjour Frédéric, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur The Talent Podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, on sait quel est ton parcours et de quoi tu viens nous parler aujourd'hui. Avant de démarrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu acceptes de nous livrer que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent pas sur toi? Je parlerai de ce dont je parle beaucoup en ce moment, c'est de musique et de mon expérience du festival de Bayreuth en Allemagne. Ça faisait 40 ans que je voulais y aller. Je croyais que je ne pourrais jamais y aller. Eh bien, j'ai réussi. Et c'était une expérience mémorable et que je renouvellerai. En effet, on a suivi le détail en off avant l'enregistrement. J'ai appris plein de choses. En tout cas, ça donne très envie. Donc, merci pour ce partage. Sans aucune transition avec ce sujet, malheureusement. Mais le sujet du coaching interne, c'est un sujet qui revient hyper souvent dans mes conversations avec des coachs. C'est souvent un peu polémique, cette question de coaching interne. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors, je viens d'un métier où j'étais coach externe pendant plus de 10 ans. Avant de passer dans le monde corporate et de mettre cette pratique à l'œuvre en interne. Et pour aller dans des cénacles où on parle de ces sujets-là, je pense qu'il y a toujours pour les entreprises une question de positionnement de l'activité et de légitimité de cette activité en interne. Je pense que c'est difficile de trouver notre légitimité, que ça se construit, que ça demande beaucoup de temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et du coup, je crois que le réflexe premier, c'est de dire ce type d'activité, on la sous-traite à l'extérieur pour des questions de confidentialité et de respect d'un maximum de discrétion. Je crois que ça a quelque chose à voir avec ça. Alors effectivement, il y a beaucoup d'arguments qui tournent autour de la discrétion, mais je sais aussi qu'il y a un sujet sur lequel tu as écrit, sur lequel d'ailleurs j'invite notre audience à lire, et d'ailleurs on transmettra les références là-dessus, c'est le sujet du pouvoir, qui est un sujet qui est très important en coaching, et je pense qu'il y a aussi un enjeu central pour des coachs internes. Est-ce que tu pourrais justement, alors sans nous donner la totalité de la recherche, mais quelques éléments sur ce concept? En fait, je trouve que trop souvent, d'abord, je pense que le pouvoir est un sujet profondément tabou, et on en parle tout le temps, mais on n'en parle jamais pour soi. On en parle toujours pour les autres. Il veut du pouvoir, elle a trop de pouvoir, c'est un homme de pouvoir, Absolument, etc. c'est assez mal connoté aujourd'hui. Voilà, et donc, mais tout ce faisant, moi je navigue dans un environnement professionnel où je suis près des gens qui pilotent en fait la boîte. Donc je suis près des sphères de pouvoir, je suis là-dedans. Sure. Et donc à partir du moment où on est là-dedans, si en plus on pratique un métier dans lequel on va être avec les gens, les accompagner dans leurs réflexions qu'ils peuvent avoir sur leur métier et leur façon de faire, se pose alors la question de comment on va naviguer dans ces courants contraires qui ne vont pas manquer de nous arriver dessus. Être avec des hommes de pouvoir, ça nous renvoie systématiquement à comment est-ce que je fais moi quand je parle au grand patron, comment est-ce que je me comporte, et puis quand je vais rencontrer des gens qui ont des questions qui sont liées à la manière dont ils exercent ou dont ils subissent le pouvoir, comment je me les approprie et comment je fais avec ça, moi. Et donc, c'est une question, je trouve, très importante. Je pense qu'il y a un autre point, c'est qu'il y a une confusion de vocabulaire qui est probablement philosophique entre le pouvoir et la légitimité. Effectivement. Est-ce que tu peux justement nous définir et puis nous nuancer les deux? Alors, pour avoir lu sur la question, pour faire simple, le pouvoir, c'est le sceptre qui nous est donné par l'organisation avec une place dans un organigramme pour dire, maintenant, Chloé, vas-y, ton rôle est là, vas-y. Donc là, le pouvoir, c'est la place qui nous est donnée. La légitimité, c'est la manière dont on va conquérir son autorité auprès du reste du monde. Et ça, cette légitimité, elle n'est pas donnée, elle se conquiert, elle se mérite, elle se travaille, et elle se travaille probablement tout le temps. Et cette conquête pour devenir une autorité dans son équipe ou auprès de ses collègues, c'est un chemin dans lequel tout le monde va être,
quel que soit son niveau, quel que soit son âge, à partir du moment où il entre dans un nouveau rôle, c'est cela qu'il va devoir écrire. Et alors, comment on développe, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse simple, mais comment est-ce qu'on développe sa légitimité quand on est coach interne, justement, au contact des hommes de pouvoir de l'entreprise, des hommes et des femmes? C'est une vraie question. Moi, je suis dans cette entreprise depuis 17 ans maintenant, 16 ans. Et je pense que dans un premier temps, j'ai pas cherché à être légitime en tant que coach. D'accord. J'ai plutôt cherché à être légitime dans le métier que je faisais, qui était nouveau pour moi, responsable de la fonction learning, de 18 pays. Enfin, c'était des choses, j'apprenais à piloter un orchestre alors que j'étais un petit musicien qui jouait dans mon coin. Donc j'avais de toute façon pas la légitimité de coach et en plus personne me demandait de le faire. Ce qui est arrivé avec le temps probablement, c'est des concours de circonstances, et puis je parlerai de la culture de la maison, qui ont fait que, progressivement, pas à pas, la demande a émergé d'accompagner des gens, et nous avons été quelques-uns à être reconnus pour faire ce travail. Mais c'est pas nous qui avons levé la main pour dire « laissez-nous travailler ». C'est une rencontre progressive entre, d'un côté, des compétences qu'on avait probablement, et de l'autre, des gens qui nous ont reconnus et identifiés comme pouvant être ces gens-là. Puis après, il y a eu des tests, il y a eu des petites missions qui ont été menées ici et là, et ça a fait des petits. Ouais. Et ça aide à construire la légitimité. J'imagine quand Bien la sûr. demande, elle vient à toi. Bien sûr. Et qu'elle se diffuse, en fait. Bien sûr. Après, et surtout peut-être ce qui précède ça, c'est que la direction générale aujourd'hui du groupe, ils ont quand même été, je trouve, très modélisant, c'est-à-dire le leadership, c'est au cœur de nos sujets. Avant, je pense qu'on parlait plus de business, on parlait plus de chiffres, on parlait plus de voilà. Là, avec la nouvelle équipe, c'est le leadership est au cœur de la réussite d'un patron. Le cœur du métier, c'est d'être des bons leaders. Ça se travaille toute la vie. Et nous, à la direction générale, on est les premiers à le faire. Donc, il y a une forme de recherche d'exemplarité là-dessus et de mettre les mains dans le cambouis pour regarder cette question. Et ça, je suis persuadé que ça a été contributif de, après, nous donner une place, pour revenir tout à l'heure à ce que je te disais sur, on a une place. Alors, elle est pas, si elle est officielle maintenant, on est dans une équipe qui s'appelle Global Executive Development. Et cette place-là, elle nous a été progressivement donnée, elle s'est progressivement construite. Et c'est hyper intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je comprends que finalement la place elle s'est faite et elle vous a été donnée peu à peu, et puis finalement c'est les petites victoires qui font que progressivement la demande s'est étoffée. Est-ce qu'aujourd'hui encore, justement dans cette équipe, tu peux te retrouver avec des demandes de coaching interne où ta légitimité va être à nouveau rechallengée, où tu vas encore devoir reprouver des choses? Comment ça se passe une fois que tout ça s'est construit? Alors, je pense que la maison est jamais terminée, et je pense que c'est à chaque situation qu'en fait se rejoue cette question. C'est arrivé, par exemple, que dans un cas bien particulier, que moi je dise, compte tenu de ce qui s'est passé avant avec cette personne, de ma relation, etc., je ne suis pas la bonne personne pour l'accompagner. Elle a besoin d'être accompagnée, mais il faut pas que ça soit avec moi, parce que il va y avoir un conflit d'intérêts qui va immanquablement survenir. Donc ça peut pas être moi. Dans d'autres cas, au contraire, c'est arrivé que, et ça m'a pris du temps, c'est aussi une permission que je me suis donnée à moi-même, de dire à des gens, vous savez, si vous voulez travailler cette question, et si vous estimez que je peux être la bonne personne pour vous aider, on peut en parler, et parce que si oui, peut-être que je peux faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens avec qui l'accroche s'est fait, et on a fait le travail, avec, je crois, un certain succès. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça rappelle qu'en fait, dans le coaching, il doit y avoir une envie mutuelle et finalement quelque part une liberté de se dire oui, j'ai envie de travailler avec toi des deux côtés. Très souvent, on reste un peu dans la croyance que c'est la personne qui va se faire coacher qui doit être d'accord pour travailler avec le coach. En fait, ça vient des deux côtés. Ça vient des deux côtés. Nous, on est dans un métier où on fait à la fois de l'évaluation de dirigeants dans une logique de développement et de l'accompagnement. Et je crois que dans tous les cas, c'est un principe auquel on doit absolument se tenir. Il faut qu'on se choisisse. Si on se choisit pas et si on n'a pas envie, s'il n'y a pas une attraction réciproque pour dire on travaille ensemble,
je crois qu'on va pas faire du bon travail. Et je veux revenir un peu à l'historique aussi avant d'avancer dans plus d'exemples, parce que tu as vu du coup pas mal d'évolutions depuis ton entrée dans la structure, du coup il y a environ 16 ans. Le coaching individuel et collectif, finalement, il s'est pas mal développé, démocratisé au fur et à mesure des années. C'est quoi ton point de vue sur cette situation? Alors, le coaching individuel continue à se développer et je pense que il y a une affaire de génération. C'est-à-dire, moi, quand j'ai débuté ce métier il y a 20 ans, personne savait ce que c'était. Aujourd'hui, il y a des graines qui ont été semées et dans le monde complexe dans lequel nous sommes, ça devient un instrument pour piloter les incertitudes dans lesquelles on est. Donc, il y a des gens qui individuellement s'en servent de plus en plus. Mon analyse, c'est que sur la partie plus collective, d'abord, je pense que c'est un vrai métier. Des coachs qui accompagnent des collectifs, ça demande des compétences encore supplémentaires lorsqu'il s'agit d'accompagner la dynamique collective. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive maintenant. Il y a à Paris des équipes qui se sont construites pour apporter de la technicité à des coachs pour accompagner des collectifs. J'ai entendu des choses très intéressantes et très professionnelles là-dessus. Je pense qu'on y vient, mais ça demande que les dirigeants qui veulent investir dans ce type d'accompagnement humain comprennent vraiment à quoi ça sert. Peut-être faut-il qu'ils aient eu eux-mêmes l'expérience. Oui. Parce que c'est à ce moment-là les meilleurs prescripteurs d'un accompagnement, parce qu'ils comprennent vraiment ce que ça peut apporter par rapport à des formations, des séminaires ou un podcast ou tu vois. Oui. Et puis c'est le côté du travail dans la durée avec une équipe qui commence peut-être un peu plus à se développer, là où peut-être historiquement on voyait plus des accompagnements un peu one shot, un séminaire, une journée d'accompagnement et puis plus rien derrière. Donc peut-être qu'effectivement des dirigeants qui ont été eux-mêmes coachés et qui ont apprécié l'exercice vont être des bons prescripteurs. Mais effectivement, j'aime bien ce que tu rappelles sur le fait que c'est des compétences additionnelles d'être un bon coach d'équipe par rapport au coaching individuel. C'est un exercice un petit peu différent. Tu me partageais, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus, des expériences justement de coaching collectif que tu as pu mener avec justement un mix entre des coachs internes et des coachs externes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette expérience? Donc, tout en gardant la confidentialité, on a travaillé avec mon patron, avec quelqu'un d'externe qui avait une demande d'un responsable d'une très très grosse équipe qui avait une transformation majeure à conduire. Donc c'était une énorme transformation qui voulait dire aussi transformation des mentalités. Okay. Et donc ça supposait de passer par un travail très très approfondi et piloté, serré pendant au moins une année. Et il se trouve que cette personne externe détient un savoir-faire et une compétence que nous n'avions pas. Par contre, elle nous connaissait, nous nous connaissions, nous nous apprécions. Et en fait, le deal, ça a été, on peut peut-être travailler ensemble et on va pas travailler sur les mêmes sujets. Okay. Mais on va travailler ensemble. Et donc, en fait, clairement, c'était elle la pilote sur l'ensemble du dispositif. Elle accompagnait par ailleurs le dirigeant de cette équipe off the record. D'accord. Et nous deux, avec mon patron, nous étions des coachs individuels, des membres de ce comité de direction qui était impliqué dans le dispositif. Donc, on venait à la fois, pas toujours, mais il nous arrivait de venir à des moments collectifs qui étaient ritualisés tout au long du dispositif. Tous les trois. Ouais. Et puis, il y avait d'autres moments où on avait juste des moments de régulation entre nous trois. Et individuellement, on travaillait avec les individus sur comment chacun apporte à ce dispositif. Comment aider chacun à prendre sa place dans ce dispositif. Comment aider chacun à travailler sa propre transformation pour transformer ce qui était à transformer. Donc ça, c'était à la fois passionnant, c'était très apprenant, et très apprenant aussi pour nous sur comment travaillons-nous entre nous pour que, en miroir, on apporte quelque chose à cette équipe qui soit fécond. J'entends que ça nécessite vraiment, du coup, beaucoup d'échanges, de coordination dans un groupe de coachs qui va accompagner la même équipe. Oui. C'est quoi la perception d'une équipe qui déjà, alors on le dit, le coaching d'équipe, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement répandu, connu de tous, etc. Ça a été quoi la perception de l'équipe de se dire, mais en fait, j'ai pas un coach qui nous accompagne, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qu'il a fallu leur expliquer? Quels ont été les avantages et peut-être les freins? Alors d'abord, si je me rappelle bien, on a été tous les trois impliqués dès les premières rencontres collectives. D'accord.
pour que les gens nous connaissent. Et puis, on a décidé stratégiquement que c'était pas nous qui allions choisir les gens qu'on allait accompagner off the record, mais c'était eux. Et puis, on a eu des moments de partage, des moments de travail ensemble avec eux, etc. Et on a travaillé avec eux sur les règles du jeu de ce qu'on va faire pendant les 18 mois, on va être ensemble. Règles du jeu, d'ailleurs, qu'on revisitait régulièrement. Et en fait, ça crée ça crée un gâteau qui va au four. Et quand la température monte, à un moment donné, lors d'une pause, ça devient évident que un tel va venir vers le coach A et pas le coach B. Et il va aller le voir, est-ce que tu veux être mon coach? Et il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, il n'y a pas besoin de justifier pourquoi c'est toi et pas l'autre. Ça se fait tout seul. Et ça a été très amusant à observer. Et ensuite, il y a eu, un an après, il y a un deuxième groupe qui s'est greffé au premier. Et donc, il a fallu que eux aussi fassent le boulot. Et en fait, même chose, on n'a pas choisi, mais par contre, les gens qui avaient déjà vécu l'expérience avec nous ont parlé aux autres de, voilà moi l'expérience que j'ai eue avec coach A ou coach B. De sorte que les gens ont été très intrigués, curieux, et puis après, ils ont fait leur marché, mais leur marché en silence, et puis ils ont choisi leur coach, et voilà, et ça s'est passé de façon très naturelle en fait. Mais il faut créer l'espace de confiance et de sécurité pour que les gens puissent choisir en sécurité. Absolument, sans culpabiliser ou entre guillemets ménager les sensibilités. Enfin voilà, c'est un exercice qui est, je pense toujours, qui doit être assez libre. La question que je me pose, parce que j'imagine dans ceux qui nous écoutent très souvent, ce que j'entends d'entreprise, c'est d'accord, le coaching c'est génial, mais alors en plus pour avoir des très bons coachs, c'est coûteux, ça prend du temps. Alors là en plus, j'imagine un trio de coachs assez confirmés. Voilà, c'est un vrai exercice. Du coup, le revers de la médaille, on a déjà parlé ensemble, c'est quel est le ROI d'une démarche de coaching. On sait que c'est difficile à mesurer, sans trahir rien en termes d'anonymat. Comment, à ton avis, l'équipe que vous avez accompagnée, elle parlerait des bénéfices? Alors, ils l'ont fait cet été. Ok. Ils l'ont fait cet été, et en fait, le truc qui a le plus touché tout le monde, c'est lorsque le terrain d'en bas a fait remonter le propos suivant. Ça fait 30 ans qu'on est dans le métier. On n'a jamais vu une équipe aussi alignée en haut. Et ça nous permet de faire le job. Waouh. Voilà. Ça, c'est beau. Donc ça, j'appelle ça un ROI particulièrement qualitatif. Et après, apparemment, j'ai pas le détail, mais c'est des équipes qui sont en train de délivrer le plan qu'ils avaient prévu de délivrer. Donc, voilà. Dans de l'accompagnement individuel, on parle sans arrêt du ROI comme d'un serpent de mer. Moi, je crois très fort que si on a défini des objectifs précis au départ et des indicateurs de mesure précis au départ, il suffit de les regarder à la fin et on va s'apercevoir que, effectivement, ce qu'on avait dit qu'on voulait atteindre, on l'a atteint. Donc ça, là-dessus, moi, quand un jour un patron me dit « Mais tu sais, Frédéric, si on n'avait pas fait ce boulot, moi, j'aurais jamais pu dégager le temps pour aller signer le contrat de $2 millions. Voilà, on a fait le job. » Et oui, et merci de le repréciser. C'est effectivement important. Très souvent, on a l'impression que tout ça, c'est un peu intangible. Les bénéfices, on sait pas trop à quoi les attribuer, etc. Dans un coaching, toujours, il y a un contrat de coaching, je le mets entre guillemets, mais il y a des vrais objectifs qui sont définis conjointement au démarrage et qui doivent être mesurables, en fait. Et en fait, tout ce qui n'est pas mesurable peut quand même être observable. Donne-nous un exemple, si tu peux, là-dessus. Alors, en même temps que je te dis ça, je te dis le contraire parce que j'allais te parler de turnover et d'état du climat social. Nous, on a une enquête de climat. Un garçon fait un exercice à un moment où son enquête de climat est vraiment pas bonne. Il en a conscience, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Oui, aidez-moi, je comprends. Si jamais je fais pas progresser le truc, le job d'après, jamais je pourrais l'avoir. Bon, donc tout ça, c'était des choses très, très réelles. Et puis, en fait, l'enquête du climat social de 6-8 mois après, il avait complètement renversé la vapeur. Donc ça, c'est un indicateur utile, en tout cas, sur lequel je suis persuadé que le travail qu'on a fait est une contribution. Bien sûr. Donc finalement, très souvent, les intentions de démarrage, les objectifs nécessitent d'être un peu creusés, affinés, etc., mais donnent lieu à des choses qui peuvent être tout à fait mesurables. Est-ce que tu te retrouves aujourd'hui parfois avec des demandes qui te paraissent irréalistes? Parce que d'un côté, il faut encore convaincre des gens parfois que oui, ça peut apporter de la valeur à une équipe qui a des objectifs de transformation ambitieux, par exemple. Mais de l'autre côté, tu peux aussi te retrouver dans des organisations où on a l'impression de faire peser sur le coaching
quelque chose d'extrêmement lourd. Est-ce que ça t'arrive? Quand j'entends cette question, moi je pense plutôt à lorsque dans l'organisation, à un moment donné, on veut accompagner quelqu'un parce qu'on se dit il en a sous le pied ou elle en a sous le pied et ça serait quand même bien qu'on l'accompagne parce que sinon ça va mal tourner. Et là, moi j'ai toujours des antennes qui sortent parce que la grande question derrière, c'est est-ce que c'est vous qui voulez quelque chose pour lui ou pour elle et qui avez un projet pour lui ou pour elle, ou est-ce que c'est son projet à lui ou à elle? Et tant que c'est pas le projet de cette personne, je crois qu'il ne faut surtout pas investir dans un accompagnement. Si on fait ça, on va se donner bonne conscience, mais ça ne marchera pas. La question de qui est demandeur, en fait, quelque part. Ça revient toujours à ça. On peut proposer, mais après, l'autre personne dispose. Si on commence à dire t'as pas le choix que de faire un coaching, je crois que c'est autant jeter l'argent par la fenêtre. Ça ne marchera pas. Et d'une certaine façon, c'est pour moi complètement contre-productif par rapport à par ailleurs ce qu'on attend des leaders. Si on dit de ces gens-là, on attend de vous que vous soyez autonome, que vous preniez vos responsabilités, que vous osiez, etc. Et qu'après on leur dit fais ce que je te dis. Et travailler sur toi, c'est pas travailler sur le business, hein, c'est travailler sur toi. Je crois qu'on est orthogonal à ce qu'il faut faire. Complètement d'accord. Ça résonne avec pas mal de situations. Je réfléchis à des entreprises qui se posent encore la question d'internaliser ou pas cette pratique de coaching. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des challenges qui vont forcément se poser si on rentre dans cette démarche? Alors, il se trouve que je fais partie d'un petit groupe de gens qui font à peu près le même métier dans d'autres entreprises du CAC 40. Et donc, on a des réunions. On a déjà eu beaucoup l'occasion de parler de ça ensemble. Et il y a plusieurs modèles en fait. Il y a des gens qui ont, par exemple, installé des équipes en interne et qui ont développé cette pratique. Je pense à la Société Générale, je pense à la SNCF, où il y a des pratiques très très chorégraphiées, hein. Il y a d'autres sociétés où en fait ils ont choisi, parce que la culture est comme ça, d'être en sous-marin. Donc en fait ils disent pas vraiment qu'ils font du coaching, mais ils en font quand même. Et en mettant en place des choses qui marchent, ça éveille l'attention des gens qui sont au-dessus et qui sont autour. Donc ça fertilise, mais d'une autre façon. Quel type d'action ils vont mettre en place du coup sans réellement nommer le coaching? Ils font des actions d'accompagnement, mais ils utilisent jamais le mot coaching. Voilà, on peut. Je trouve moi que utiliser le mot coaching souvent c'est le meilleur moyen de scier la branche sur laquelle on s'assoit. Quand on va parler de regarder ensemble un sujet, travailler le sujet, on va peut-être utiliser des techniques de coaching. Voilà. En tout cas, moi je préconise de pas se présenter trop comme coach parce que souvent ça crée un effet, ça crée une défense. D'accord. Ok, hyper intéressant. J'ai quelques questions assez rapides sur lesquelles j'aimerais un peu ton ressenti du tac au tac. Dans quel contexte est-ce que tu ferais appel à un coach interne versus dans quel contexte un coach externe? Alors, je prends des exemples que je connais. Moi, il m'est arrivé une situation où, par exemple, compte tenu de ce que la personne devait travailler, de son positionnement dans l'organisation, des difficultés qu'il traversait, des problèmes de confiance qu'il y avait, et il y avait quelque chose qu'il avait besoin de travailler avec le corps. En tout cas, c'était mon point de vue. J'ai plutôt là recommandé qu'il aille voir des gens à l'extérieur et je me sentais pas moi d'attaque pour le faire et on en avait parlé ensemble en interne en se disant c'est préférable qu'il aille faire un bout de chemin à l'extérieur, ça va le sécuriser lui aussi. Ouais. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait. Dans d'autres cas, on a eu un exemple tout à fait plaisant d'un garçon qui, à la fin d'un exercice où il avait été évalué en tant que leader, on avait regardé où est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il doit mieux faire et comment travailler les points de développement. Et en fait, de manière très naïve et très courageuse, il dit mais en fait, moi, si on m'aide pas là-dessus, je vais jamais y arriver parce que ça fait 20 ans que je dois travailler ça et jusqu'à maintenant, j'ai pas la recette. Enfin. Et on s'est regardé avec mon patron en se disant, et puis on lui a dit, écoute, si tu veux, on déjeune ensemble, on va t'expliquer nous ce qu'on fait, et puis peut-être ça te donnera une idée sur est-ce que c'est avec l'un d'entre nous ou pas, on verra. Et puis on déjeune ensemble, et à la fin du déjeuner, il dit, j'ai choisi. Et en fait, il dit à mon patron, on a déjà bossé ensemble il y a 2-3 ans,
je sens aujourd'hui que ce qui serait bien pour moi, c'est de faire un bout de chemin avec Frédéric. Et donc, on a fait un bout de chemin ensemble, très agréable et très fructueux. J'en ai des preuves encore aujourd'hui. Et donc, là, c'est passé par l'interne. Mais je crois que la question à se poser, c'est peut-être pas une histoire d'interne-externe, mais c'est quoi le sujet à travailler? Et en fonction de ce sujet, si on a une équipe interne, est-ce que nous, on se sent légitime pour le faire? Et est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Et si on n'est pas légitime ou s'il y a conflit d'intérêt, à ce moment-là, on va aller regarder dehors. Voilà. Oui, et de laisser aussi la liberté à la personne de dire avec quoi elle se sent à l'aise. Oui. Ok, passionnant. À refaire dans ton expérience, encore une fois, je zoome sur cette partie de coaching interne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement? Alors, si c'était à refaire, en fait, je me rends compte, moi, que quand je suis rentré il y a 16 ans, j'avais un métier. Je faisais des choses pour lesquelles j'étais connu. Et quand j'arrive, j'ai tout mis dans un classeur en disant, maintenant, Frédéric, tu apprends un autre métier, tu apprends le monde corporate, tu vas être sérieux, Et donc, en fait, j'ai mis de côté, j'ai mis en sourdine pendant longtemps cette compétence parce que j'avais peur, je crois, d'être trop vite mal identifié ou qu'on me mette une étiquette, voilà, qui allait m'empêcher de faire mon métier. Et en fait, c'est avec le temps et un environnement qui me regardait avec confiance que j'ai rouvert les classeurs en disant mais on peut peut-être faire quelque chose, on peut peut-être oser dire. Et donc progressivement, mais ça m'a pris du temps, ça a à voir avec mon histoire à moi probablement, de oser dire, oser montrer, oser proposer et à ce moment-là être entendu. Ouais, t'autoriser à capitaliser finalement sur cette expertise que tu avais. S'il y avait un chiffre clé que tu pourrais nous partager pour peut-être montrer des éléments marquants. Si je devais dire quelque chose, je dirais il y a 5-6 ans, je pense que nous n'avions aucune mission dans notre équipe, 0 mission. Je me rappelle même, me revient un truc où on avait mis de manière naïve, un jour j'avais découvert que sur un bureau, quelqu'un avait mis bureau coaching. Et en arrivant, j'avais dit, faut surtout pas mettre cette étiquette sur le bureau. Vous enlevez ça tout de suite parce que voilà, quand les gens vont passer, c'est les malades qui vont chez le médecin. C'était la lecture, hein. Oui. Et donc on était à cette phase-là et je crois que en 2024 on aura tous bon an mal an, dans l'équipe, on n'est pas nombreux, hein, mais on aura entre 25 missions et 30 missions. Alors c'est parfois des missions, ça peut être 4, 5, 6 rendez-vous, hein, c'est pas des missions d'un an, c'est pas des missions, mais il y a quand même 25 clients qui nous font confiance, qui sont à Paris ou ailleurs, en France ou dans d'autres pays, avec lesquels on travaille, voilà. Ouais. C'est déjà une super évolution. Majoritairement, vous ciblez sur des populations de dirigeants, vous accompagnez d'autres métiers en particulier. Alors, de par notre positionnement, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on réserve notre temps aux gens qui sont, disons, dans les niveaux comité de direction des différents pays du groupe. Donc ça, c'est ça c'est la ligne qu'on essaye de suivre. Après, quand il y a une mission collective qui va impliquer d'entraîner des équipes de gens qui sont un peu en dessous, on va, si c'est pertinent, on fera avec. Hein, voilà. Ok. S'il y a des DRH qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, effectivement, pourquoi ne pas, si ce n'est pas créer cette fonction complètement, mais en tout cas avoir des coachs internes, quel conseil tu donnerais? D'abord de se faire coacher, parce qu'on ne peut pas parler de ce sujet-là si on n'a pas expérimenté. Je me suis vu récemment parler avec des gens qui voulaient mettre en place du coaching interne, justement, et à un moment donné, de la lumière, j'ai eu une espèce de eureka. J'ai dit, mais est-ce que toi, tu as déjà cette expérience? Et la personne me dit non. Et donc j'ai dit, écoute. Et en fait, on a fait un truc, j'ai dit, écoute, je te propose, tu disposes. Si tu veux, dans 15 jours, on fait une séance, j'ai fait ça le soir, on fait une séance, 1h30, mais on va faire, je te coach pendant 30 minutes, on regarde en quoi ça t'a fait avancer, et après, on regarde quelles sont les compétences qui ont été mises en œuvre pendant ces 30 minutes. Et au bout d'1 heure et demie, il a raccroché en disant, OK, donc c'était la révolution copernicienne, il avait compris quelque chose qu'il ne savait pas. Donc ça, je crois que c'est très important. Et je pense que la question, c'est pas coaching interne ou coaching externe, c'est où est-ce qu'on a besoin d'être accompagné parce que on est dans des transformations.
on est dans des frontières qui bougent et on ne sait pas comment faire. On est ensemble où je suis tout seul, je ne sais pas comment faire parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, parce qu'il y a des enjeux de positionnement, parce qu'il va y avoir de la casse, c'est là que ça devient intéressant. Il y a une équipe, je pense à Danone, où eux, ils ont installé le coaching il y a une dizaine d'années, mais ils sont rentrés dans ces dispositifs parce qu'il y avait des transformations et ils ont choisi de rentrer par le collectif. C'est-à-dire, il faut accompagner les équipes tout de suite. Et donc, avec des gens en interne et en externe, ils répondaient à un besoin qui était de transformer. Je crois que l'angle d'attaque est plutôt celui-là. Et après, la réponse en termes de est-ce que c'est des gens en interne, est-ce que c'est des gens en externe, ça vient après, je crois. Oui, c'est peut-être pas le premier débat. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je réalise que de notre point de vue aussi, chez Authentic Talent, on accompagne pas mal d'entreprises. Je me rends compte que très souvent, effectivement, les prescripteurs du coaching n'en ont souvent jamais bénéficié, en fait. Et je pense aux populations RH qui sont souvent là pour le proposer à des personnes qui pourraient en avoir l'envie, la demande, le besoin, etc. Et qui malheureusement n'ont pas encore vraiment expérimenté. C'est certainement un plus si on a envie de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question, Frédéric, que je t'ai pas posée aujourd'hui et qui te paraît intéressante à discuter? Oui, comment vous faites quand vous êtes coach interne pour pas vous faire manipuler par l'organisation? Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je sens que tu as quelque chose derrière la tête. En fait, je pense que à partir du moment où on est interne, on fait partie du système. Mm-hmm. On connaît les gens, on connaît les petites histoires dans les grandes. En tout cas, on en connaît certaines. Et du coup, il va falloir être tout le temps extrêmement vigilant à notre discrétion sur ce que l'on fait, sur ce que l'on fera, et ce que l'on ne fera pas. Qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on ne dira pas? Est-ce qu'il y a même des endroits où on n'ira plus, où on n'ira pas? Je pense à des comités de carrière parce que j'ai été le coach de monsieur Untel ou de madame Untel. Donc, et oui. Donc, c'est le sujet, quelle ligne directrice, quelle éthique finalement tu suis? Et c'est essentiel et c'est tous les jours. Il se passe pas une journée où l'un d'entre nous n'a pas besoin, à un moment donné, de parler avec un de ses collègues pour dire, là, j'ai un truc, comment est-ce que je fais? C'est pour ça d'ailleurs qu'on va en supervision toutes les 6 semaines. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est on est toujours sur une crête qui est très très fine et il y a des risques de chute de sérac en permanence. Et parfois les gens ont de bonnes intentions, c'est pas pervers, mais ça arrive. Moi j'adore cette question que j'ai encore entendue il y a pas longtemps. Frédéric, sans trahir la confidentialité, est-ce que tu peux me dire si? Eh ben non. Eh oui. Eh ben non, parce que si je te réponds à cette question, j'introduis de la complexité, j'introduis un biais et je trahis une promesse. Donc, je vais pas répondre à cette question. Mais c'est pas pour t'embêter. C'est parce que c'est bon pour le système, c'est bon pour le travail. Par contre, si tu te poses cette question, qu'est-ce qui fait que tu te poses cette question? Et est-ce que, si je suis pas la bonne personne, à qui tu vas la poser? Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on est sans arrêt sur la crête. Ouais, ça nécessite d'avoir pas mal de prise de recul quand même, de compréhension de ce qui joue en fait autour de soi, et puis probablement de tierces parties auxquelles partager. Oui. Et on a fait avant le confinement, donc c'est ancien maintenant, on avait recruté des coachs internes pour une entité du groupe, et c'était un des points clés de nos observations et de notre méthodologie d'évaluation. On plaçait les candidats en situation de devoir résister à quelqu'un qui va tenter de le manipuler pour en savoir plus. Tu as coaché Dupont, dis-moi, il peut prendre le job de machin? Et là, on regardait comment il faisait. Et en fait, malheureusement, il y en avait 2 sur 3 qui tombaient dans le panneau. Donc, c'est un vrai sujet. Oui. Et d'autant plus quand tu es proche de personnes qui ont l'influence, du pouvoir, etc. et où il peut être plus difficile de dire non, en fait, quelque part. C'est ça. On est toujours à la merci de vouloir faire plaisir, de vouloir pas embêter, de vouloir être à la hauteur, de vouloir faire le job très bien. Mais parfois, faire le job très bien, c'est dire non. De vouloir montrer qu'on a de la valeur à apporter, etc. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. En fait, j'aurais encore une vingtaine de questions à te poser si j'avais la possibilité de le faire. Mais il y a forcément un début et une fin. Mais de toute façon, on le fera. Absolument. Et puis, j'inviterai évidemment notre audience à lire certaines des ressources que tu nous partageras hors antenne, et notamment le document sur le pouvoir qui était absolument passionnant. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui.
J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!